Eh bien, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, l'état-major général dirait au président Poutine qu'il serait utile d'être sur la ligne du fleuve Dniepr, qu'il vaudrait autant occuper et prendre tout le territoire jusqu'à cette ligne fluviale. C'est une barrière naturelle. Pendant des centaines et des centaines d'années, cela a été la frontière occidentale de l'Europe. Kiev, sous la République des deux nations, Pologne-Lituanie, était une forteresse de l'Occident. Une fois que vous aviez dépassé Kiev, une fois que vous aviez franchi ce fleuve, vous faisiez face aux Tatars, aux Mongols et aux Russes. C'est tout. Donc je pense que si j'étais à l'état-major général russe, c'est ce que je préconiserais. C'est une ligne fluviale défendable. Cela nous donne une zone tampon, si vous voulez. Et nous sommes en position de faire tout ce qui est nécessaire contre la partie occidentale de l'Ukraine, si cela s'avère nécessaire. S'il y a bien une chose que cette guerre a démontrée, c'est la capacité de frappe de précision, qu'il s'agisse de drones, de missiles de croisière ou de missiles balistiques, qu'ils soient balistiques de théâtre ou stratégiques, il n'y a rien qu'ils ne puissent atteindre et détruire. Et si vous occupez cette ligne fluviale et que vous êtes contraint à un moment donné de la franchir, eh bien, vous êtes déjà sur place. En d'autres termes, vous ne venez pas de plusieurs centaines de kilomètres en arrière. Vous êtes juste au bord du fleuve. Et donc, si vous devez vous préparer pour traverser, pour anéantir le régime odieux qui pourrait prendre le pouvoir à Kiev, même si je ne pense pas que Zelensky tiendra encore très longtemps. Et s'il le fait, il ne sera pas remplacé par quelque chose de pire. Je pense qu'il y aura à un moment donné un groupe plus conciliant. Mais alors, vous aurez cet avantage. Maintenant, la seule chose qu'il peut encore faire et qu'il n'a pas faite, c'est traverser le fleuve et attaquer depuis le nord en direction d'Odessa. Odessa a historiquement été russe, jamais ukrainienne. Et s'il faisait cela, cela étranglerait l'Ukraine. Elle n'aurait plus de débouchés et aurait des difficultés à exporter des céréales et d'autres produits de l'ouest de l'Ukraine vers d'autres pays. Cela ne veut pas dire que les Russes pourraient les couper complètement, mais cela les mettrait certainement en position de le faire. Et il se peut que les Russes décident de le faire par mesure d'autodéfense. Je ne sais pas. Je pense simplement que la meilleure chose à faire serait de partir, mais je n'ai aucun soutien pour cela ici à Washington. Presque tout le monde à Washington, à de très rares exceptions près, veut se battre jusqu'à ce que chaque Ukrainien soit mort et que tout soit détruit. Et l'ouest de l'Ukraine pourrait finir par ressembler à de vastes zones de l'est de l'Ukraine. Je pense que ce serait catastrophique. Mais il n'y a pas beaucoup de réflexions éclairées sur ces questions à Washington. Il y a beaucoup de narcissisme, dans le sens où notre politique nationale est hypothéquée à la vanité. Nous ne pouvons rien accepter que nous ne soi-disant imposons. Le président Trump ne peut rien faire qui ne le présente pas comme un grand homme, un vainqueur, un gagnant. Donc l'idée qu'il puisse simplement dire que c'était une erreur et qu'il s'en va leur est totalement inacceptable. Et le plus triste, comme vous le savez, c'est qu'à la fin de la guerre du Vietnam, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes simplement partis. Ce qui s'est passé en Irak en 2011, c'est que la dernière colonne militaire américaine est sortie d'Irak au beau milieu de la nuit, et ils sont partis sans l'annoncer, car chaque fois qu'ils disaient à quelqu'un en Irak « Nous partons », dès qu'ils commençaient à partir, ils étaient pris pour cible. Ils ne sont pas partis en plein jour, parce qu'ils auraient été attaqués. Donc à ce moment-là, nous avons essentiellement quitté l'Irak, je dirais après avoir été vaincus. Et la même chose s'est produite en Afghanistan, sauf que le départ a été un exercice d'incompétence et d'imbécilité. Chaque erreur possible a été commise. Tout ce qui va à l'encontre du bon sens militaire a été ignoré. Alors combien de fois faut-il échouer? Regardez la Libye.
Qu'avons-nous fait en Libye? Eh bien, la Libye s'est divisée en deux. Vous avez essentiellement la Libye orientale, alliée à l'Égypte, et la Libye occidentale, apparemment turque et influencée par nous. Et nous continuons d'alimenter ce conflit, ce qui est une catastrophe. Je dirais simplement que ce que nous devrions faire, c'est ce dont le président Trump parlait autrefois, mais qu'il ne semble plus vouloir faire, à savoir nous désengager de tous ces engagements militaires à l'étranger. Sortons de là, parce que partout où nous sommes restés longtemps, cela a été un désastre. Ça ne fonctionne pas. Oui, le problème, c'est que s'il avait simplement accepté ses pertes tout de suite, on ne l'aurait pas tenu pour responsable. Mais maintenant qu'il a laissé cette guerre s'éterniser, je pense qu'il a des raisons de craindre que lorsque tout cela s'effondrera sur lui-même, comme un autre Afghanistan, il sera tenu pour responsable. Mais c'est ce qui semble se préparer, car il y a eu un article récemment, je ne me souviens plus si c'était dans Forbes ou le Washington Post, qui affirmait que les Russes produisent beaucoup de matériel militaire lourd, des chars et tout le reste, mais que très peu de tout cela est envoyé au front. À la place, ils constituent une force énorme et puissante à l'arrière. Que voyez-vous se passer? Que pensez-vous que les Russes préparent? Prévoient-ils une offensive majeure? Si c'est le cas, que va faire Trump s'il perd la guerre, qui est désormais en réalité la guerre de Trump? Eh bien, vous me demandez ce que Trump va faire, et je ne pense pas que Trump ait beaucoup de marge de manœuvre. Je veux dire quoi? Annoncer de nouvelles sanctions? C'est ridicule. Nous avons déjà sanctionné 35 pays. Nous menons une guerre commerciale avec au moins 90 pays. Il n'y a rien qui puisse faire, certainement pas militairement. Je pense que les Russes ont toujours été méfiants quant à ce qui pourrait se passer avec l'OTAN, surtout si nous donnions le feu vert pour que des troupes entrent en Ukraine ou quelque chose du genre. Ils ont donc toujours gardé une réserve très forte pour faire face à cette éventualité. Je pense que c'est ce qu'ils font maintenant. Et souvenez-vous, cet homme, Poutine, connaît l'histoire de la région. Il ne veut pas contrôler l'Ukraine occidentale. Il sait que, surtout plus on va vers l'ouest de l'Ukraine, plus les gens sont nettement non russes, leur culture, leur langue, et ainsi de suite. Il ne veut rien avoir à faire avec cela. Vous connaissez Alexandre Solzhenitsyn. L'une des choses qu'il a préconisées en Russie était de se séparer, de se débarrasser de tous ces peuples étrangers que vous gouvernez. Vous savez, l'empire tsariste est terminé. Oubliez-le, il était dysfonctionnel. En d'autres termes, nous devrions essayer de nous concentrer sur des Russes gouvernant des Russes et personne d'autre. Ils y sont en grande partie parvenus. Je pense que c'est certainement une solution à 80%. Et je suis sûr qu'il ressent la même chose à propos de l'Ukraine. Car même si Alexandre Solzhenitsyn disait que les Ukrainiens sont des chrétiens orthodoxes slaves comme nous, il en sait assez sur l'Ukraine pour savoir que l'Ouest n'est pas comme ça. Ce qu'on appelait autrefois la Galicie et la Ruthénie dans l'ancien empire austro-hongrois, ces populations ne sont absolument pas russes et ne le seront jamais. Et il ne veut pas forcer cela. Donc je pense qu'il comprend très bien les dynamiques en jeu. C'est aussi un homme patient. Je pense qu'il continuera à faire preuve de patience. La patience lui a porté ses fruits. Il a subi très peu de pertes par rapport à ses prédécesseurs. Je n'ai jamais vu, en regardant l'histoire de la Russie, un seul dirigeant russe aussi soucieux de la vie de ses compatriotes lors d'une guerre que lui. Et c'est pas une faiblesse. Vous savez, on écoute tous ces généraux à la retraite qui nous disent depuis des années « L'Ukraine est en train de gagner et les Russes sont en train de perdre ». Ils disent que c'est parce que la Russie est faible. La Russie ne traverse pas le Dniepr parce qu'elle ne le peut pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et je pense que nous allons assister à un certain nombre d'événements au cours du prochain mois ou des 2 prochains mois
Et je ne serais pas surpris si la situation changeait soudainement. Je ne pense pas que Zelensky va s'en sortir. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'opinion publique en Ukraine dans l'ensemble souhaite la fin de la guerre. Ceux qui souffrent le plus ont dit « Nous en avons assez », mais ils n'ont pas le droit d'influencer la situation. Et cela, bien sûr, c'est parce que la police secrète ukrainienne peut débarquer, et vous aussi pouvez finir avec une balle dans la tête. Peut-être que vous finirez envoyé au front pour y mourir. Donc cela finira par se terminer, mais ce ne sera pas grâce à nos actions. Eh bien, comment voyez-vous la fin du règne de Zelensky? Pensez-vous que les Russes vont l'éliminer? Les Américains voudront-ils s'en débarrasser? Les nationalistes? L'armée? Oui. À une autre époque, je pense que l'Occident aurait dit « ça suffit ». Je crois que des personnes plus lucides dans les années 50, 60 ou 70 seraient intervenues rapidement, peu après le début de l'intervention en février 2022, et auraient dit « vous savez, il faut mettre un terme à cela. Plus vous attendez, plus vous perdez de territoire, plus la situation empire. Signez l'accord et taisez-vous ». Je pense que cela se serait produit. Mais nous ne sommes pas dirigés aujourd'hui par ce genre de personnes. Ces gens-là étaient éminemment pragmatiques. Regardez Eisenhower et son soutien à la neutralité autrichienne. En tant que président, il a dit « c'est formidable. Les Russes veulent se retirer? Très bien. » Il a ajouté au fait « pourquoi ne pas rendre plus de pays neutres? Parce que nous, Américains, n'avons pas la puissance militaire pour défendre tout le monde. » Et à cette époque, vous savez, l'OTAN avait la moitié de sa taille, voire moins, par rapport à aujourd'hui.